Imagine pouvoir parler sans avoir à corriger ce que tu viens de dire. Ne plus trébucher sur les mots, ne plus revenir en arrière pour te justifier ou t'expliquer. Les mots sortent de ton esprit avec précision, arrivent à ta bouche avec maîtrise, et chaque phrase porte un poids qui capte immédiatement l'attention de celui qui écoute. Tu ne parles pas beaucoup. Mais quand tu parles, l'atmosphère change. Les gens t'écoutent. Non pas parce que tu leur demandes de le faire, mais parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de rare dans tes paroles, de la clarté. C'est cela, l'élégance dans la manière de parler. Pendant longtemps, on t'a fait croire que c'était un don. Quelque chose que certains possèdent naturellement et que d'autres n'auront jamais. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus puissante, l'élégance à l'oral n'est pas toute faite. Elle se construit. Et tout commence par une compréhension que presque personne ne possède. Chaque mot que tu prononces est une brique qui construit ta réputation. La majorité des gens ne s'en rend même pas compte. Ils parlent en pilote automatique. Ils répondent par impulsion. Ils expliquent trop. Ils utilisent des mots vides. Et sans s'en apercevoir, ils perdent de la valeur à chaque conversation. Non pas parce qu'ils ne savent pas parler, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à penser avant de parler. Et c'est pour cela que, même en parlant tout le temps, ils restent invisibles. Aujourd'hui, tu vas sortir de ce schéma. Tu vas comprendre la psychologie derrière une communication persuasive. Tu vas apprendre à organiser ta façon de parler d'une manière qui transmet de la clarté, du contrôle et une véritable présence. Ce sont ces principes stoïciens capables de transformer immédiatement la façon dont les autres te perçoivent. Ce ne sont pas des phrases toutes faites. Ce ne sont pas des techniques superficielles. Ce sont des ajustements profonds dans ta manière de penser, et ces ajustements transforment naturellement ta manière de parler. Les stoïciens avaient compris cela bien avant l'existence des réseaux sociaux, du networking, ou de toutes les techniques modernes de communication. Ils savaient que parler n'est pas seulement une forme d'expression. Parler, c'est se positionner. C'est exercer un contrôle. C'est une forme de pouvoir. Et c'est pour cela que, même après 2000 ans, leurs idées restent claires, directes et impossibles à ignorer. Lorsque tu comprends ces principes, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de réagir et tu commences à diriger. Tu arrêtes de parler par impulsion et tu commences à choisir chaque mot avec intention. C'est comme si tu avais une carte dans n'importe quelle conversation. Peu importe avec qui tu es, peu importe où tu te trouves, tu sais quoi dire, comment le dire, et surtout, quoi ne pas dire. Et c'est exactement ce que tu vas construire ici. Alors, sois attentif à ce qui va suivre. Leçon A. Formule les bonnes questions. Il existe des questions qui ne servent qu'à maintenir une conversation en vie, et il existe des questions qui poussent une personne à se révéler. Celui qui comprend cette différence ne retombe jamais dans des échanges superficiels, parce qu'il découvre une vérité simple. La connexion ne naît pas de la quantité de mots, mais de la bonne direction. Et c'est ici que commence l'élégance dans la manière de parler. Pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu éveilles chez l'autre. Imagine la scène. Tu parles avec quelqu'un et tu fais ce que tout le monde fait automatiquement, tout va bien? Comment s'est passée ta journée? La réponse arrive, déjà prête. Rapide. Sans profondeur, ça va. C'était chargé. Normal. Et la conversation se termine avant même d'avoir commencé. Non pas parce que la personne ne veut pas parler, mais parce que tu n'as pas ouvert assez d'espace pour qu'elle puisse exister. Tu étais là, tu as parlé, mais tu n'as pas dirigé. Et celui qui ne dirige pas disparaît dans sa propre manière de parler. Ces questions sont sûres, mais elles sont vides. Elles ne créent pas de lien, elles ne créent pas d'intérêt, elles ne créent pas de présence. Elles ne font que brasser de l'air. Maintenant, change une seule chose. La même personne, le même moment, mais une question différente. Tu ne forces pas, tu invites. Celui qui maîtrise la psychologie de la communication ne cherche pas à arracher des réponses, il crée un espace pour qu'elles apparaissent. Tu dis calmement, qu'est-ce qui occupe ton esprit en ce moment? Ou bien, qu'est-ce que ça a signifié pour toi? Ou encore, quelle a été la partie la plus difficile? Et à cet instant, quelque chose change. La personne s'arrête. Elle respire. Elle réfléchit. Elle cesse de chercher une réponse automatique et commence à chercher quelque chose de vrai en elle-même. Et c'est là que la conversation commence réellement. Parce que les bonnes questions ne servent pas seulement à obtenir des informations, elles éveillent la conscience. Et lorsque quelqu'un doit regarder à l'intérieur de lui pour te répondre, il commence automatiquement à te voir autrement, plus proche, plus sûr, plus présent. Les gens ne se souviennent pas des conversations pour ce qui a été dit. Ils s'en souviennent pour ce qu'ils ont ressenti pendant qu'ils parlaient. Dale Carnegie disait déjà que les conversations les plus mémorables sont celles où tu permets à l'autre de parler de ce qui est important pour lui. Non pas comme une technique, mais comme un intérêt sincère. Et Sénèque le renforce d'une manière encore plus directe. Personne n'ose vraiment se regarder en face, mais tout le monde désire être vu. Et c'est exactement ce que font les questions intelligentes. Elles permettent à l'autre de se voir, pendant que toi, tu le regardes avec lui.
Mais il existe une frontière qui sépare l'élégance de l'intrusion. Les questions profondes ne sont pas un interrogatoire. Celui qui questionne trop met la pression. Celui qui questionne bien ouvre un espace. Quand tu dis « Comment ça t'a affecté ?» ou « Qu'est-ce que tu en as appris ?» tu n'envahis pas. Tu dis, sans avoir besoin de l'expliquer, « Tu peux aller plus loin, je suis là avec toi. » Et cela exige quelque chose que la majorité évite, la présence. Car lorsque tu poses ce genre de questions, tu dois être prêt à écouter des réponses réelles. Sans interrompre, sans précipiter, sans chercher à corriger. Et c'est pour cela que ce type de conversation crée quelque chose de rare, la confiance. Les stoïciens comprenaient cela avec une grande clarté. Comprendre quelqu'un, ce n'est pas seulement entendre ses mots, c'est percevoir ce qu'il y a derrière. Et les questions bien formulées sont des outils pour y parvenir. Non pas parce qu'elles donnent des réponses toutes faites, mais parce qu'elles révèlent ce qui était caché. Au final, tu comprends une chose simple, les meilleures conversations de ta vie ne sont pas venues de phrases brillantes. Elles sont venues de questions qui ont fait tomber les masques. Et quand quelqu'un baisse sa garde près de toi, il ne l'oublie jamais. Parce que les questions qui ouvrent le cœur créent des liens invisibles. Et ce sont ces liens qui font que l'on se souvient de toi, même quand tu ne parles plus. Leçon 2. Cherche un intérêt réel, parle-moi davantage de ça. 4 mots simples, parle-moi davantage de ça. Mais lorsqu'ils sont prononcés avec présence, ils peuvent changer complètement la direction d'une conversation. Au lieu de réfléchir à ce que tu vas dire ensuite, change ton centre d'attention. Regarde l'autre. Écoute pour comprendre, pas pour répondre. Car la qualité de ta communication ne se mesure pas à ce que tu apportes, mais à ta capacité à maintenir ton intérêt sur ce que l'autre est en train de partager. Imagine la scène. Quelqu'un dit, presque sans y penser, en tenant une tasse de café, « J'ai commencé à courir le matin. » Ce n'est qu'un détail, dit au passage. Pourtant, c'est précisément dans ces détails qu'une conversation prend vie, ou meurt sur place. La réponse habituelle est automatique, « Ah, moi aussi j'ai essayé de courir. Tu sais, j'ai même acheté de super baskets. » Et sans t'en rendre compte, tu parles déjà de toi, ton application, ton emploi du temps, ta performance, ta routine. Tu as pris un espace qui n'était pas le tien. La porte qui venait de s'ouvrir se referme doucement. Comme quelqu'un qui s'apprêtait à entrer, mais qui recule avant de franchir le seuil. Ça ressemble à une conversation. Ça ressemble à de l'enthousiasme. Ça ressemble à une connexion. Mais ce n'est pas ça. C'est une lutte pour l'attention. C'est le réflexe de te remettre au centre. C'est la précipitation d'exister à l'intérieur du discours de l'autre. L'autre personne t'avait offert une petite ouverture pour entrer dans son monde. Mais au lieu d'y entrer, tu as ramené la conversation dans le tien. Et c'est ainsi que la connexion se perd, non pas par manque d'intérêt, mais par excès de soi. Maintenant, imagine une autre posture. La personne dit, « J'ai commencé à courir le matin. » Et toi, tu réponds simplement, « Parle-moi davantage de ça. » Et tu t'arrêtes là. Tu ne complètes pas. Tu ne compares pas. Tu ne t'insères pas. Tu n'essaies pas de prouver quelque chose. Tu n'envahis pas, tu maintiens l'espace. Ce n'est pas une phrase magique, c'est une décision. La décision de ne pas rivaliser. De ne pas te placer au centre. De ne pas transformer l'expérience de l'autre en miroir de la tienne. C'est dire, avec une curiosité sincère, « Je suis là. Montre-moi ça mieux. » Et à ce moment-là, quelque chose change. La conversation cesse d'être un simple échange et devient une découverte. Parce que, pour une fois, le centre n'est pas toi, mais ce que l'autre vient de révéler. Et ce type d'écoute n'est pas passif. Il est actif. Il est intentionnel. Il est rare. C'est une attention qui ne cherche pas à briller, mais qui transforme tout autour d'elle. C'est exactement là que la communication passe à un autre niveau. Les gens passent leur vie à attendre quelqu'un qui écoute vraiment, pas quelqu'un qui attend simplement son tour de parler. Quelqu'un qui veut comprendre ce qu'il y a derrière une phrase simple, et pas seulement répondre à son contenu. Et quand quelqu'un trouve cela, tout change. Le regard ralentit. Le corps se détend. La manière de parler devient plus profonde. Épictète disait déjà, « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Ce n'est pas une théorie. C'est une règle de conduite. Quand tu écoutes avec présence, l'atmosphère change. L'autre se sent vu, non analysé. Compris, non corrigé. Écouté, non simplement toléré. Et c'est ici que naît la véritable connexion. L'écoute sincère crée quelque chose de silencieux mais puissant, la confiance. Parce qu'elle fait que l'autre se sent intéressant à tes côtés. Et au final, ce qui reste, ce n'est pas ce que tu as dit. C'est ce que l'autre a ressenti en parlant avec toi. Je me suis senti bien. Je me suis senti écouté. Et c'est cela qui fait qu'il revient. Il revient toujours, parce que tu as offert quelque chose de rare, ta présence. Ce n'est pas une technique. C'est une forme de maturité.
C'est la capacité de faire taire ton ego pendant quelques instants pour voir le monde qui est juste devant toi. Les stoïciens parlaient de la présence comme d'une discipline, comme un entraînement quotidien de l'attention. Et c'est cela qui sépare celui qui parle pour parler, de celui qui parle pour créer un lien. Être présent, c'est être entier. C'est offrir à l'autre un espace propre, sans rivalité, sans précipitation, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Un espace où il peut simplement exister. Voilà pourquoi, parle-moi davantage de ça, n'est pas seulement une phrase. C'est un positionnement. C'est décider de ralentir son impulsion, de suspendre son jugement et d'ouvrir un espace pour ce qui se trouve devant toi. Et quand tu fais cela, quand tu maintiens réellement cet espace, tu comprends quelque chose que peu de gens saisissent. Écouter n'est pas l'absence de mots. C'est la présence à l'état pur. Et c'est dans ce silence attentif, dans cette curiosité sincère, que la communication cesse d'être un échange de paroles et devient une rencontre. Et les rencontres, lorsqu'elles sont réelles, ne sont pas de simples rencontres, elles marquent. Leçon 3. L'élégance de dire « je ne sais pas ». 3 mots simples, je ne sais pas. Mais lorsqu'ils sont prononcés avec calme, ils révèlent un niveau de maîtrise que très peu de personnes possèdent lorsqu'elles parlent. Car la majorité des gens ne parlent pas pour communiquer. Ils parlent pour se protéger. Imagine la situation suivante. Tu discutes avec quelqu'un au travail, sur un sujet banal, jusqu'au moment où une question directe surgit. Tu sais quelles sont les meilleures actions dans lesquelles investir pour obtenir un gros rendement? La question est simple, mais elle n'est pas neutre. À l'instant où elle tombe, la conversation cesse d'être légère et devient une épreuve. Et c'est là que presque tout le monde se perd. La peur d'avoir l'air ignorant apparaît. Le besoin de répondre surgit. L'impulsion de ne pas paraître inférieur prend le contrôle. Et alors viennent les phrases. J'en sais un peu. J'ai lu quelques trucs. Je ne suis pas expert, mais... Et à cet instant, le discours perd son élégance. Pas à cause du contenu, mais à cause de l'intention. Parce que tu ne parles plus avec clarté. Tu essaies de préserver une image. Les mots s'allongent. Le ton tente de rester stable. Mais on sent l'effort caché derrière. C'est comme quelqu'un qui continue à parler uniquement pour empêcher le silence de révéler ce qu'il ne sait pas. Maintenant, observe une autre posture. La même question tombe, tu sais comment ça fonctionne? Et toi, tu réponds naturellement, sans précipitation, sans te justifier. Je ne sais pas. Rien de plus. Et au lieu d'affaiblir ton discours, cette réponse purifie ta présence. Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de tentative. Il n'y a que la vérité. Et c'est exactement cela qui crée l'élégance. Car l'élégance dans la parole ne consiste pas à toujours avoir une réponse. Elle consiste à ne pas déformer ton discours pour donner l'impression que tu en as une. Quand tu réponds avec clarté, l'atmosphère change. La conversation ralentit. L'autre se détend. La pression disparaît. Parce qu'il n'y a plus de compétition sociale. Plus besoin de prouver qui sait le plus. Vous êtes simplement là. En train d'échanger. Il existe des personnes dont on remarque immédiatement la manière de parler, elles n'essaient pas d'impressionner. Elles n'utilisent pas les mots pour se défendre. Elles parlent seulement lorsque cela a du sens. Et étrangement, cela pèse plus lourd que n'importe quel effort pour paraître préparé. Socrate disait « Je sais que je ne sais rien ». Ce n'était pas une faiblesse déguisée en humilité. C'était de la précision. Car celui qui reconnaît les limites de ce qu'il sait parle avec plus de vérité. Tandis que celui qui a besoin de paraître savant doit soutenir un mensonge en permanence. Les stoïciens comprenaient cela très clairement. Un discours perd sa valeur au moment où il cherche à cacher quelque chose. Et il gagne en force au moment où il s'aligne sur le réel. Quand tu dis « je ne sais pas », sans que ta voix baisse, sans te justifier, sans compenser, tu montres quelque chose de plus puissant que la connaissance. Tu montres de la sécurité intérieure. Tu montres du contrôle. Et le contrôle, c'est ce qui rend la parole élégante. La conversation change. Elle devient plus légère, plus claire, plus propre. Un espace apparaît pour poser des questions, apprendre, approfondir, sans effort, sans tension. Dire « je ne sais pas » n'est pas une absence de contenu. C'est une absence d'excès. C'est l'ego qui s'écarte pour que le discours reste exact. C'est la maturité qui comprend qu'il n'y a aucune élégance dans le fait de paraître, mais seulement dans le fait d'être. Au final, dire « je ne sais pas » avec tranquillité est l'une des formes les plus puissantes de communication persuasive. Parce que c'est une manière silencieuse de dire « je n'ai pas besoin de forcer mes mots pour avoir de la valeur ». Et celui qui comprend cela cesse d'utiliser les mots pour se soutenir, et commence à les utiliser avec précision. Tu as maintenant compris l'élégance de dire « je ne sais pas ». Tu as appris à montrer un intérêt réel. Tu sais formuler les bonnes questions. Mais à partir de maintenant, la conversation cesse d'être une technique, et commence à exiger de la maturité. Car il arrive un moment où ce n'est plus ce que tu dis qui compte.
C'est la manière dont tu soutiens l'autre sans chercher à le réparer. Et c'est ici que presque tout le monde échoue, et perd de la valeur sans même s'en rendre compte. Leçon 4. La logique de la reconnaissance. La plupart des gens pensent savoir écouter. Mais en réalité, ils attendent seulement leur tour pour parler, ou pour corriger. Et c'est ici que l'élégance commence à disparaître. Parce que lorsqu'une personne s'ouvre à toi, elle ne te demande pas forcément une solution immédiate. Elle te teste silencieusement pour voir si tu es assez solide, assez stable, assez sûr, pour supporter ce qu'elle ressent. Et presque personne ne l'est. Imagine ceci. Quelqu'un de proche commence à se confier. Sa voix devient plus basse, plus fatiguée, comme celle de quelqu'un qui porte trop de poids depuis trop longtemps. Il dit « J'essaie vraiment de tout faire, mais il y a des jours où je n'y arrive juste pas. » Et sans même t'en rendre compte, tu passes en mode automatique. Tu proposes une solution. Tu compares. Tu corriges. Tu coupes la personne avant qu'elle ait fini. En 2 minutes, tu lui organises sa vie, comme si tout était simple. Mais il y a un détail qui change tout. Celui qui souffre a déjà pensé à plusieurs solutions. Ce qu'il n'a pas trouvé, c'est un espace. Et c'est pour cela qu'au lieu d'aider, tu crées de la distance. Maintenant, change une seule chose. La même situation. La même personne. La même fatigue. Et tu réponds simplement « Ça a l'air difficile ». C'est court. Direct. Sans excès. Certains pourraient même croire que c'est froid. Mais voilà ce que peu de gens comprennent. Cette phrase ne résout pas le problème, elle résout l'atmosphère émotionnelle de la conversation. C'est comme si tu sortais la personne d'un endroit où elle devait se justifier, pour la placer dans un endroit où elle peut simplement exister, ne serait-ce qu'un instant. Et quand cela arrive, le corps change. La respiration revient. L'esprit cesse de se défendre. Parce que pour la première fois, la personne n'est pas jugée, elle est reconnue. Marc Aurèle disait, « Sois tolérant envers les autres et exigeant envers toi-même. » Mais la plupart des gens font exactement l'inverse, ils exigent de la force chez l'autre, tout en réclamant de la compréhension pour eux-mêmes. Et c'est précisément pour cela que les conversations deviennent superficielles, tendues, impossibles à approfondir. Parce que personne ne se sent en sécurité pour être vrai. Maintenant, retiens cette logique, car elle change complètement ta manière de communiquer. Quand tu cherches à résoudre trop vite, tu communiques de la supériorité. Quand tu valides d'abord, tu communiques de la présence. Et la présence génère la confiance. La confiance génère l'ouverture. Et l'ouverture est l'endroit où ton influence devient réellement forte. Ce n'est pas une question d'être gentil. C'est une question de comprendre que l'élégance dans la parole ne se trouve pas dans la réponse parfaite, mais dans la capacité à savoir quand ne pas répondre avec précipitation. Les stoïciens l'avaient compris avec précision. Chaque personne porte déjà son propre poids, et ajouter de la pression ne renforce personne, cela ferme. Voilà pourquoi valider ne signifie pas être d'accord. Valider signifie reconnaître qu'il y a une réalité émotionnelle là, même si ce n'est pas ta réalité. Et au final, c'est ce qui sépare celui qui discute simplement, de celui qui laisse une véritable présence. Celui qui cherche à tout résoudre est écouté. Celui qui sait reconnaître est retenu. Quand tu dis « ça a l'air difficile », tu ne diminues pas le problème de l'autre. Tu augmentes l'espace intérieur dont il dispose pour y faire face. Et parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin n'est pas d'une direction, mais d'un endroit où il n'a pas à se défendre. Leçon 5. Le pouvoir du silence. Tu as appris à valider sans corriger. Tu as appris à ne pas envahir l'espace émotionnel de l'autre. Maintenant vient un principe qui sépare ceux qui discutent simplement, de ceux qui possèdent une véritable présence. Car il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis. Il s'agit de ce que tu es capable de soutenir, lorsque tu ne dis rien. Le silence. L'espace le plus évité dans les conversations, et pourtant le plus révélateur. La plupart des gens n'ont pas peur de mal parler. Ils ont peur de ce qui apparaît quand il n'y a plus rien à dire. Pense à cette scène. Tu es assis avec quelqu'un. Une conversation simple. Peut-être autour d'un café. Peut-être dans un endroit calme. Et après quelques échanges, un intervalle surgit. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et c'est là que tout commence. L'esprit s'accélère. Le corps devient nerveux. Le besoin de remplir l'espace apparaît comme un réflexe. Et sans t'en rendre compte, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi suffit. Une remarque inutile. Une blague mal placée. Une information sans intérêt. Un commentaire sur la météo. Non pas parce que cela a du sens, mais parce que le silence dérange. Mais écoute bien ceci, car c'est là que se trouve le retournement. Le problème n'a jamais été le silence. Le problème, c'était ton incapacité à te maintenir à l'intérieur de ce silence. Alors tu changes une seule chose, ta posture. La même table. Le même intervalle. Le même vide apparent. Mais cette fois, tu ne fuis pas. Tu n'anticipes pas. Tu n'essaies pas de combler ce qui n'a pas encore besoin d'être dit. Tu restes simplement là.
Et à ce moment-là, tout change. Le silence cesse d'être un vide, et devient une présence. C'est comme si deux personnes arrêtaient de parler. Comme si elles cessaient de lutter contre l'espace. Et qu'elles commençaient enfin à habiter le moment. Et cela est rare. Car celui qui ne supporte pas le silence cherche à fuir lui-même. Mais celui qui sait le tenir est en paix avec sa propre présence. Et cela communique plus que n'importe quelle phrase parfaitement construite. Sénèque disait, « Le silence est une leçon apprise à travers de nombreuses souffrances. » Et ce n'est pas un hasard. Car rester silencieux exige ce que presque personne n'entraîne, le contrôle intérieur. Tu cesses de réagir, de prouver, d'anticiper, et tu commences à choisir. Comprends cette logique, car elle change tout. Celui qui parle pour remplir perd du poids. Celui qui parle après un silence gagne en précision. Le silence crée une attente. Il crée un espace. Il crée de l'attention. Et lorsque tu parles après lui, tes mots arrivent différemment. Ils ne sont plus du bruit, ils deviennent une décision. Mais il y a plus. Le silence ne te révèle pas seulement toi-même, il révèle aussi l'autre. C'est dans le silence que surgit l'anxiété. Que l'inconfort se montre. Que le besoin d'approbation apparaît. Que la personne se dévoile sans même s'en rendre compte. Et lorsque tu ne cherches pas à sauver ce moment, tu commences à voir clairement. Les stoïciens comprenaient cela en profondeur, la maîtrise commence à l'intérieur, et le silence en est l'épreuve la plus honnête. Car dans le silence, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de masque. Il n'y a que toi, et ce que tu portes. Celui qui ne supporte pas le silence tente de fuir sa propre pensée. Celui qui le soutient commence à la gouverner. Et au final, c'est cela qui définit l'élégance dans la parole. Il ne s'agit pas d'avoir toujours quelque chose à dire. Il s'agit de ne pas avoir besoin de parler, jusqu'à ce que cela en vaille réellement la peine. Le silence n'interrompt pas une conversation. Il sépare l'impulsion de la présence. Leçon 6. La gestion émotionnelle pour savoir dire non. Après avoir appris à tenir le silence, tu remarques quelque chose d'inconfortable. Le problème n'a jamais été de parler peu. Le vrai problème, c'était de dire oui trop vite. Parce que beaucoup de gens ne parlent pas par choix. Ils parlent pour éviter un malaise. Et il en va de même pour les décisions. Non est un mot court. Mais lorsqu'il est prononcé avec conscience, il sépare deux types de vie. Celle de celui qui réagit pour plaire, et celle de celui qui choisit avec intention. La majorité des gens ne dit pas oui parce qu'elle le veut réellement. Elle dit oui pour éviter ce qui vient après un non. Imagine ceci. Quelqu'un t'envoie un message simple, tu peux m'aider un moment? Tu peux faire ça aujourd'hui? Et avant même d'avoir réfléchi, tu réponds, bien sûr, aucun problème. Je vais gérer. Mais observe ce qui se passe juste après. Le corps s'alourdit. L'esprit se plaint. Et une sensation silencieuse apparaît, celle de t'être trahi toi-même. Non pas parce qu'aider est une mauvaise chose, mais parce que ce oui n'était pas un choix. C'était une défense. Comprends bien ceci, car c'est le point qui change tout. Le problème n'a jamais été d'aider les autres. Le problème, c'était de t'abandonner toi-même dans le processus. Ce oui automatique ne vient presque jamais de la générosité. Il vient de la peur. La peur de décevoir. La peur de paraître impoli. La peur de perdre une relation. La peur du conflit. Et petit à petit, tu commences à porter des obligations qui ne sont pas les tiennes, tout en repoussant tes propres priorités à plus tard. Mais quand tu développes l'élégance dans la parole, la même demande arrive, avec la même pression. Sauf que cette fois, tu ne réponds pas sous l'impulsion. Tu fais ce que presque personne ne fait, tu fais une pause, tu reconnais ta propre limite, puis tu réponds calmement. Non. Sans longue explication. Sans justification émotionnelle. Sans besoin de te défendre. Juste de la clarté. Et ici, quelque chose apparaît que beaucoup de gens ne remarquent pas, dire non ne crée pas le conflit. Cela révèle simplement qui te respecte, et qui ne respectait que ta disponibilité. Marc Aurèle était direct, si quelque chose n'est pas nécessaire, ne le fais pas. Simple, mais difficile à appliquer pour celui qui vit en cherchant l'acceptation. On nous a conditionnés à croire que dire non éloigne les gens. Mais la vérité est autre. Dire oui à tout, c'est ce qui te vide. Garde bien cette logique, car elle réorganise ta manière de vivre. Celui qui dit oui à tout perd de la valeur. Celui qui choisit quand dire oui gagne du respect. Le non n'est pas un mur. C'est un filtre. Il retire l'excès, protège l'essentiel et redonne une direction à ta vie. Et lorsque tu commences à utiliser ce filtre, quelque chose change en toi. Tu ne termines plus tes journées avec fatigue et regret. Tu les termines avec un sentiment d'intégrité, parce que chaque décision devient vraiment la tienne. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. La maîtrise de soi ne consiste pas à faire plus, mais à refuser ce qui te désorganise. Car personne ne peut rester entier en vivant fragmenté dans des demandes qu'il n'a jamais choisies. Voilà pourquoi dire non est une forme silencieuse de pouvoir. Cela ne crie pas. Cela ne s'explique pas trop.
Cela ne cherche pas à convaincre. Cela tient debout. Et quand tu apprends cela, ta présence prend du sens. Ton temps prend de la valeur. Ton énergie se multiplie. Et ton oui cesse d'être automatique, il devient rare. Et tout ce qui est rare est respecté. Au final, dire non n'est pas éloigner les autres. C'est arrêter de t'éloigner de toi-même. Leçon 7. Ne te diminue pas quand tu parles. Après tout cela, il reste une dernière leçon. Et peut-être est-ce celle qui soutient toutes les autres. Tu as appris à poser de meilleures questions. À montrer un intérêt réel. À dire « je ne sais pas » sans perdre de valeur. À reconnaître la douleur de l'autre. À tenir le silence. Et à dire non, sans culpabilité. Mais rien de tout cela ne fonctionne réellement si, au moment de parler, tu entres dans la conversation comme si tu étais inférieur à quelqu'un. Car la communication ne commence pas lorsque le premier mot sort de ta bouche. Elle commence avant, dans ta façon d'arriver, dans ta respiration, dans la manière dont tu occupes l'espace, dans la façon dont tu regardes l'autre sans te cacher de toi-même. Et c'est ici que beaucoup perdent leur force. La personne sait ce qu'elle veut dire, mais elle adoucit trop. Elle sait qu'elle doit se positionner, mais elle commence en s'excusant. Elle a de la clarté, mais elle parle comme si elle dérangeait. Elle a raison, mais elle agit comme si elle avait besoin de permission pour exister dans cet environnement. Ce n'est pas de l'élégance. C'est de la peur déguisée en politesse. Et le problème, c'est que le corps le montre avant même la phrase. Le regard fuit. Les épaules se referment. La voix devient plus petite. La respiration se raccourcit. Et avant même que tu termines ta première idée, l'autre a déjà senti que tu n'es pas solide à l'intérieur de toi. Non pas parce qu'il est supérieur, mais parce que toi, tu es entré en te sentant inférieur. La véritable élégance dans la parole naît le jour où tu cesses d'essayer de paraître suffisant, et où tu commences à te traiter comme quelqu'un qu'il est déjà. Pas au-dessus des autres. Pas meilleur que qui que ce soit. Pas en cherchant à dominer la conversation. Mais sans te placer non plus dans la position de quelqu'un qui doit se rapetisser pour être accepté. C'est te tenir d'égal à égal. Avec calme. Avec présence. Avec solidité. Car celui qui se sent inférieur parle trop pour compenser. Celui qui se sent insécure explique trop pour être accepté. Celui qui a peur de déplaire dit oui alors qu'il voulait dire non. Celui qui ne soutient pas sa propre présence essaie de soutenir la conversation avec un excès de mots. Mais celui qui est entier n'en a pas besoin. Celui qui est entier questionne sans envahir, écoute sans rivaliser, reconnaît sans s'effacer, garde le silence sans se perdre, refuse sans agresser, et parle sans demander la permission d'exister. Voilà le point où tous les principes se rejoignent. La posture du corps compte, oui, mais pas comme une mise en scène. Elle compte parce que le corps révèle ton état intérieur. Une colonne plus droite. Un regard plus présent. Une respiration plus calme. Une voix plus ferme. Tout cela ne sert pas à paraître puissant. Cela sert à te rappeler que tu n'as pas besoin de te diminuer. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. Avant de maîtriser tes mots, tu dois maîtriser ton propre état. Car une parole incontrôlée naît presque toujours d'un esprit qui tente de se protéger, de prouver, de plaire ou de fuir. Et quand tu t'ordonnes intérieurement, ta communication change extérieurement. Tu cesses d'écraser les autres. Tu cesses de te justifier. Tu cesses d'être d'accord par peur. Tu cesses de remplir le silence par anxiété. Tu cesses de parler en cherchant à être choisi. Tu tiens simplement debout. Et il y a une force immense dans cela. Car les personnes élégantes dans leur manière de parler ne sont pas celles qui ont toujours la meilleure réponse. Ce sont celles qui transmettent quelque chose de rare, la stabilité. Près d'elles, la conversation respire. L'atmosphère ralentit. Les mots prennent du poids. Le silence ne fait pas peur. La limite ne devient pas une agression. La présence n'a pas besoin d'être annoncée, elle se ressent. Parler avec élégance, ce n'est pas dominer l'autre. C'est ne pas être dominé par sa propre peur quand on parle. C'est comprendre que ta voix ne gagne en force que lorsque tu arrêtes de l'abandonner par insécurité, et lorsque tu apprends à te tenir d'égal à égal, sans tension, sans soumission, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Alors tes mots cessent d'être petits. Ils commencent à porter ce dont toute communication vraie a besoin, la présence, la clarté et le respect de soi. Au final, tout se résume à ceci. Tu n'as pas besoin de parler plus. Tu as besoin de parler avec conscience. Poser de meilleures questions. Écouter réellement. Assumer ce que tu ne sais pas. Reconnaître la douleur de l'autre. Tenir le silence. Respecter tes limites. Et par-dessus tout, ne jamais te diminuer quand tu parles. Parce que l'élégance dans la parole n'est pas une technique. C'est une présence. C'est savoir que chaque mot porte ton état intérieur, et que lorsque tu es entier, même ton silence communique. Alors à partir d'aujourd'hui, n'essaie pas d'impressionner. Tiens-toi debout, car lorsque tu te tiens debout, ta parole gagne en force. Et quand ta parole prend du poids, tu n'as plus besoin de lutter pour attirer l'attention, les gens s'arrêtent pour écouter. Maintenant dis-moi,
Lequel de ces principes dois-tu appliquer le plus aujourd'hui? Écris, aujourd'hui, je choisis de parler avec conscience. Et si cette vidéo t'a parlé, mets un like, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Parce que ceci n'est pas fait pour être vu une seule fois. C'est fait pour être pratiqué jusqu'à ce que cela devienne une partie de toi. Merci d'avoir regardé.